On reçoit donc un professionnel. Yves, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je te vois, Amziane, je t'entends. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce live métier. Merci à toi d'être là. Je sais que tu es un peu malade, donc merci beaucoup d'être là malgré tout. C'est hyper gentil de ta part. Et pour commencer, je vais juste te demander, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire d'où tu viens, où tu travailles, et finir par nous donner l'intitulé de ton poste et nous l'expliquer brièvement. Je te donne plein de questions comme les politiques et après tu réponds. Alors d'où je viens, ça c'est une grande question. Peut-être qu'on pourra justement parce que c'est tout un parcours que j'aimerais partager avec vous. Donc moi je m'appelle Yves et je travaille à la RSE. La RSE c'est la responsabilité sociétale environnementale du groupe Orange. Donc je travaille à Paris. Là je suis effectivement chez moi parce que je suis confiné. J'ai attrapé le Covid, mais ça va bien, c'est pas très grave, et j'espère pouvoir pouvoir, reprendre l'air, très très bientôt. Donc, je travaille effectivement au siège du groupe. Le groupe Orange, en fait, est un opérateur, vous le savez, en France, mais aussi dans une trentaine d'autres pays, un petit peu moins peut-être, en Europe et puis, en Afrique aussi, beaucoup de pays en Afrique et donc, le groupe, c'est le siège social d'Orange et donc je suis, qui est situé sur les bords de Seine à Issy-les-Moulineaux. C'est une ville, qui est, périphérie à la de Paris, voilà et on est normalement je suis normalement dans mes bureaux. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis chez moi, j'ai encore mon petit sapin de Noël, heu, ouais, mais je vais bientôt le rendre à la nature. Alors tu as dit le mot RSE, est-ce que tu peux nous expliquer très très simplement ce que tu fais? J'ai pas encore bien compris, manager de programme développement durable. Alors la RSE, la responsabilité sociétale environnementale d'entreprise, c'est un petit peu le développement durable appliqué à l'entreprise. Alors vous savez tous ce qu'est le développement durable. Il y a un aspect très environnement, c'est-à-dire, comment peut-on, envisager, de continuer, nos activités économiques, en respectant la nature? Et puis il y a aussi les aspects sociétaux, c'est-à-dire comment on prend en compte, les aspirations de la société, les gens, le pouvoir d'achat, l'inclusion. Et donc pour Orange, le développement durable, eh ben, ça veut dire continuer à être opérateur, à proposer des services en ayant le moindre d'impact possible sur l'environnement, donc réduire nos empreintes carbone, mais aussi la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire on va, au lieu d'être dans une économie linéaire où on va fabriquer, extraire des métaux dans le sol, fabriquer des téléphones, les utiliser et les jeter, on va essayer d'être plus vertueux et de faire en sorte qu'on limite les déchets, on va collecter les mobiles, on va récupérer les métaux qui sont dedans, on va les réparer, on va pour que, on ait moins de déchets et qu'on soit plus, durable. Et sur la partie sociale, sociétale, c'est l'inclusion numérique. Le numérique, vous savez, ça impacte nos vies à tous les niveaux, ça change complètement nos vies. Personne on puisse inclure tout le monde dans les services numériques parce que bientôt, et vous le voyez même à l'école, le numérique est essentiel pour, connaître, vos notes, pour être en relation avec les profs, pour avoir l'agenda et cetera et travailler ensemble. Donc c'est super important l'inclusion numérique, heu et donc la responsabilité d'une entreprise comme Orange, c'est de réduire ses impacts environnementaux et puis c'est aussi d'assurer la pour tous. Donc en fait, pour résumer très très simplement, tu vas me dire si je vais peut-être un peu caricaturer pour dire si j'ai bien compris en fait, pour qu'on soit sûr, le développement durable de manière générale, c'est en fait une méthode pour répondre à nos besoins, par exemple en énergie, en matériaux, tout ce dont on a besoin au quotidien, mais en essayant de faire en sorte
que ça n'engage pas notre planète, mais aussi les gens qui y vivent. Donc on respecte tout le monde. Et appliquer à Orange, c'est faire en sorte que tous les usages, tout ce qu'on fait de manière générale chez Orange, respecte la planète, respecte les personnes qui travaillent pour Orange et aussi, de manière générale, ne pas consommer trop d'énergie. Je caricature un peu, mais c'est juste pour donner des images. Est-ce que c'est ça dans l'ensemble? Oui, oui, c'est ça. Alors concrètement, tu as tout à fait raison, Amziane, c'est ça. Et pour donner un projet concret, par exemple, tu me demandes qu'est-ce que moi je fais. Donc je gère des projets de développement durable et par exemple, on a des engagements chez Orange. On s'est dit: «On veut collecter 30 des mobiles que nous mettons sur le marché, on veut les collecter pour soit, leur donner une seconde vie, pour augmenter la durée d'usage des mobiles, soit pour les recycler s'il n'est pas possible de les réparer». D'accord, Donc on donc s'est quand il y a engagé à écrit manager de programme développement durable, ça veut dire que tu manages, donc ça veut dire que tu organises, tu fais en sorte de réaliser des programmes, c'est-à-dire tu organises des solutions, tu mets en place des choses qui vont encourager le développement durable. voilà, alors, mes objectifs, par exemple, c'est de se définir des objectifs, justement, de se dire, par exemple, sur l'ensemble des pays où on est opérateur, on prend l'engagement de collecter 30 des mobiles que nous mettons sur le marché. Ou alors, on prend l'engagement de vendre aussi des smartphones qui sont reconditionnés à hauteur de 10. Ou on prend l'engagement de développer des services de réparation qui soient, attractifs et faciles pour les clients. Heu, on prend l'engagement de réduire nos empreintes carbone, c'est-à-dire de réduire aussi nos consommations d'énergie. On prend l'engagement d'utiliser plus d'énergie renouvelable. On prend l'engagement d'avoir des services qui soient, plus, raisonnés, Prenez en des termes. engagements vis-à-vis de la planète et toi tu vas faire en sorte de les tenir en mettant en place plein de choses et juste pour qu'on soit bien lié avec le chat et avec ceux qui nous regardent, j'ai l'impression que les gens commencent à mieux comprendre. N'hésitez pas à dire si vous n'avez pas compris quelque chose, on le reformulera avec Yves qui est aussi là pour ça, pour pour que vous compreniez bien son métier. Et il y a aussi Sylvie de chez MyFuture dans le chat qui vous fait des résumés de ce qu'on se dit. Donc regardez un peu tout ce qu'elle résume dans le chat. Merci Sylvie. Et on va continuer à parler de ça puisque on y va naturellement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais concrètement au quotidien? Je passe à la prochaine slide. En quoi consiste ton métier au quotidien? On a bien compris que tu participais à mettre en place des choses pour la planète vis-à-vis de ce que fait Orange. Par exemple, tu vas, on le disait concrètement, organiser le recyclage de téléphones, par exemple. Mais au quotidien, par quoi ça se traduit? Voilà, on a divisé ensemble ton métier en quatre grands ensembles. Je te laisse les développer. Voilà, alors, bien sûr, d'abord, ça revient, enfin, je rebondis sur ce qu'on disait déjà, c'est-à-dire que, il faut se définir des objectifs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le plus important pour Orange, en termes d'action? Alors des objectifs, je disais, c'est réduire les consommations d'énergie, parce que quand on produit l'énergie, on produit aussi du CO2, du carbone. C'est définir des objectifs de réduction d'empreinte carbone. C'est définir des objectifs de collecte de mobiles. C'est définir des objectifs, de produits et de services qui sont plus vertueux. C'est-à-dire, on va se définir des Faire objectifs. un état des lieux, voir ce qui va pas, voir ce qu'on pourrait améliorer, voir ce qui pourrait être mieux pour la planète dans ce que on fait chez Orange et le lister. C'est déjà se rendre compte Voilà, des alors, choses à améliorer. voilà, absolument. Et quand on sait quels sont les principaux enjeux, les principaux, impacts qu'on a, on va se dire: on va les réduire et donc il faut se donner des objectifs et quand c'est chiffré, quand les objectifs sont chiffrés, on y arrive plus facilement, hein. Si vous vous dites, par exemple, moi j'ai l'objectif de courir le 100 mètres en moins de 15 secondes, et bien ça permet de définir une trajectoire parce que je sais qu'aujourd'hui je cours le 100 mètres en 20 secondes. Alors c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va voir quels sont les grands enjeux et puis on va se donner des objectifs à tous les pays, à tous les métiers de l'organisation pour qu'on soit tous ensemble, orientés vers l'atteinte de ces objectifs. Alors, deuxième chose, c'est que c'est bien d'avoir des objectifs, de dire: «Ouais, je voudrais courir, le 100 mètres en moins de 15 secondes», mais il faut comprendre pourquoi.
Donc finalement, c'est la partie de sensibilisation, de formation. Il faut expliquer, ça prend beaucoup de temps. Expliquer, finalement en quoi, nos activités ont des impacts sur l'environnement, en quoi nos activités ont des impacts sur l'exclusion numérique ou l'inclusion numérique. Donc il faut que chacun de mes collègues qui travaillent, soit, dans le marketing, soit, dans la communication, dans les achats, comprennent finalement quels sont les enjeux de développement durable auxquels nous sommes confrontés. On sait que le En fait, toi, numérique. tu travailles sur ces questions au quotidien. Je me permets de te couper pour Oui, vas-y, reclarifier vas-y, tout ça, ça hein. me gêne, C'est ouais. juste, c'est pour qu'on avance tous ensemble, hein. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à vous répondre les uns les autres quand on a déjà répondu à la question. Donc, on est avec Yves, pour ceux qui arrivent, hein, peut-être qu'il y a des retardataires, qui est manager de programme développement durable. Alors, ça peut être un peu gros comme ça, comme mot, mais si je caricature encore une fois, en fait, chez Orange, tu vas mettre en place plein de choses pour rendre vos activités plus respectueuses de la planète, plus respectueuses des gens. Et tu nous as donné des exemples concrets. Ça passe par exemple par le fait de recycler des téléphones. Ça, c'est très concret. Bien sûr, il y a plein de cas différents. Et en premier, tu vas regarder en fait tout ce qui pourrait être mieux réalisé, tout ce qui pourrait être plus écologique, par exemple. Et ensuite, comme toi, tu es très au courant de tout ça, puisque tu l'étudies, tu es très au courant de ce qui se fait chez Orange, tu vas aller sensibiliser les autres. Tu vas aller leur expliquer pourquoi il faudrait faire comme ça, pourquoi il faudrait faire comme si. Tu vas pas simplement donner des ordres et dire il faudrait recycler tes phones, il faudrait faire comme ça. Il y a vraiment un travail d'explication. Tu vas aller faire Voilà. comprendre aux gens parce que c'est quelque chose de nouveau pour la plupart des gens. On parle d'écologie depuis beaucoup d'années, mais c'est vrai que il faut aller parler aux gens, leur faire comprendre pourquoi c'est utile. Est-ce que je suis clair là-dessus? Oui, oui, absolument, faire comprendre, ça permet de tous avancer ensemble, hein, et faire comprendre, c'est pas simple parce qu'on a, par exemple, jusqu'à présent, on a toujours, pensé qu'on pouvait changer de téléphone chaque année parce qu'il y avait des nouveaux téléphones avec des nouvelles fonctions et cetera. Mais faire comprendre que finalement, c'est peut-être mieux de garder son téléphone un petit peu plus longtemps et qu'on n'a pas besoin de toujours changer, et ben, il faut faire comprendre ça, à tout le monde, aussi bien en interne chez Orange. Donc pour qu'on puisse. Là, par exemple, pour ce cas très précis, quand tu vas expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il change de téléphone tous les jours, tu vas lui expliquer, j'imagine, que les composantes du téléphone, tout ce qui compose le. Bien sûr, et puis d'extraire, des quantités incroyables, de roches pour aller chercher, de l'or, de l'argent, du palladium qui sont des composants de ces téléphones. Donc il y a un vrai impact en disant, bah, quand on fabrique un téléphone quelque part, ça fait des grands trous dans la montagne, quelque part loin de chez nous. Donc comme on a toujours, réfléchi et pensé, ben, c'est bien d'avoir, toujours un nouveau téléphone, on se pose pas trop les questions. Donc ça change et donc il faut faire comprendre pourquoi on prend ces objectifs-là et pourquoi il faut changer. Donc sensibiliser, c'est absolument essentiel parce que si on comprend pas pourquoi il faut le faire, bon, bah, finalement, on le fera peut-être, moins bien, quoi. On y arrive, ce sera plus difficile. Les deux Et puis premières missions, après. c'est de définir les objectifs et de sensibiliser. Et je demande aux gens au chat de bien noter tout ça parce qu'il va y avoir un tout petit quiz tout à l'heure. Donc soyez bien attentifs. Je te laisse continuer avec le troisième, accompagner. Voilà, alors une fois qu'on a dit, voilà, on veut courir, le 100 mètres en moins de 15 secondes et qu'on a expliqué pourquoi c'est important et pourquoi on le fait, et bien, il faut dire, «Ben, maintenant, je vais vous aider à le faire». C'est-à-dire accompagner, c'est-à-dire que quand on dit, qu'on veut augmenter la durée de vie des mobiles ou quand on veut, mieux collecter les mobiles usagés, eh bien, moi, mon rôle, c'est aussi, d'aider dans tous les pays où Orange est opérateur, d'aider, les gens qui travaillent, en boutique, les gens qui travaillent dans la constitution des offres, qui travaillent dans la communication, et ben, c'est de les aider à faire en sorte qu'on puisse y arriver, c'est-à-dire à développer des offres de collecte de mobiles, soit parce qu'on les rachète, soit parce qu'on sensibilise les clients, et cetera. Donc c'est important, une fois qu'on a défini des objectifs, qu'on a fait comprendre, ben, maintenant il faut faire et il n'y a pas que, ben, il y a plus qu'à faire, c'est qu'il faut faire et puis il faut aider,
les gens qui, n'ont peut-être pas encore eu l'habitude de prendre ces initiatives, pour qui c'est nouveau. Donc faut, les aider à définir des projets, des actions très concrètes. D'accord, d'accord. Là, c'est vraiment le moment, j'allais dire opérationnel, le moment où tu fais vraiment les choses, tu mets en place des choses concrètement, tu vas vraiment, aller, créer des moyens de réaliser les objectifs. Voilà, et si je reprends cette analogie du courir le 100 mètres en moins de 15 secondes, ben, ça va être le coach qui va être là pour dire: «Ben, voilà, il faut que tu manges, peut-être un peu plus équilibré, tu te lèves un petit peu plus tôt le matin et on va commencer à s'entraîner, à courir» et cetera. Donc c'est vraiment accompagner, l'ensemble de mes collègues qui, sont responsables des objectifs. Et On a puis une après question de Mélissa, j'en oui? profite là, je vais les répondre. Je vois toutes vos questions, vous inquiétez pas, on va y répondre tout au long du chat, hein, pour beaucoup. Si tu travailles seul ou en équipe? Alors, je travaille en équipe. D'ailleurs, c'est tellement transverse, c'est-à-dire que ça concerne tellement tous les gens à tous les niveaux de l'organisation et dans tous les pays où Orange et opérateur, que je travaille avec énormément de gens. Alors je travaille parfois avec, on prend souvent le téléphone, la visio. Avant je voyageais quand même, j'allais dans les pays où on est opérateur, j'allais en Europe, en Roumanie, en Pologne, en Espagne, j'allais en Afrique aussi, au Sénégal, au Maroc, et aujourd'hui, bah, on est un petit peu plus en visioconférence, mais on se parle beaucoup, on échange beaucoup, et bien sûr ça une des enfin, des choses absolument essentielles dans mon métier, c'est d'être en équipe. Je vois Alina aussi du collège Jean Moulin qui dit: «Je n'ai pas vraiment compris l'histoire de téléphone». Alors en fait, ce que essayait d'expliquer, Yves, je vais essayer de résumer, vous me dites si, vous comprenez mieux. C'est que, il va, regarder, hein, tous les problèmes, toutes les choses qui pourraient être améliorées en termes écologiques. Ensuite, il va aller en parler avec ses collègues, leur expliquer ce qu'il faudrait faire, leur expliquer le problème, parce que lui il étudie mais eux non, donc il faut parler avec les gens, leur faire comprendre les problèmes, les enjeux, les choses à améliorer, et ensuite il va aller trouver des solutions et les réaliser. Et quand il parlait de téléphone, c'est par exemple, il va y avoir des téléphones qui demandent beaucoup d'énergie pour être créés. Il va se rendre compte du problème et donc il va mettre en place des solutions pour que les gens arrêtent de réutiliser, d'acheter tout le temps des téléphones qui demandent beaucoup d'énergie. Il va plutôt leur expliquer que c'est mieux si ils prennent des téléphones qui sont recyclés. On peut aussi dire reconditionnés, si je suis, si t'es d'accord, ouais. Reconditionné, ça veut dire qu'on va utiliser un téléphone qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, mais on va changer seulement les composantes qui ne fonctionnent pas dedans. On va pas changer tout le téléphone. Et ça, c'est une solution qu'il peut mettre en place. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Je parle sous ton contrôle, Yves. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est, donc effectivement, on essaye de réduire les impacts, qu'on peut avoir sur l'environnement, donc réutiliser, c'est toujours mieux que de fabriquer à nouveau. Eh ben parfait. Eh ben je te laisse alors. Comme on a pris des objectifs, comme on a, pris des initiatives pour mettre en place, des projets, par exemple, de collecte de mobiles dans les boutiques ou même dans les écoles et cetera. Après, il faut analyser, c'est-à-dire qu'on va voir où on en est. Est-ce qu'on a, collecté beaucoup de mobiles? Est-ce qu'on a bien avancé? Est-ce qu'on est sur la trajectoire de nos objectifs? Alors, une entreprise en général, dans une stratégie, elle se donne des objectifs à 3 ou à 5 ans. Nous, on avait fixé, des objectifs à 5 ans. On s'est dit qu'on va collecter, par exemple, hem, 30 des mobiles, d'ici 2025. Donc on regarde en 2022 où on en est. Est-ce que, on en a assez collecté? Est-ce que ça a été efficace? Donc il faut recueillir les informations. Je vais voir mes collègues, je dis: «Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait?» On avait dit qu'on ferait de la collecte des mobiles lors d'un concert ou, dans les boutiques, on rachetait, on faisait de la communication. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez recueilli des mobiles? Est-ce qu'on a pu les réparer, les reconditionner, les revendre? Et ça nous permet de savoir si on est sur le bon chemin, et si on est sur les bons chemins, bah, on est super content, on continue, puis on partage entre nous, bah, voilà, tu vois, Mohamed
au Sénégal, il a mis ça en œuvre et ça a super bien marché ou alors au contraire, il a eu ces problèmes-là. On partage aussi entre, tous les collègues de tous les pays pour savoir ce qui marche bien. On analyse la Vous situation, regardez les résultats. Vous êtes on pas, regarde les vous faites résultats. pas juste des solutions et vous laissez faire. Vous regardez ce qui marche pas, vous essayez de reproduire ce qui marche et ce qui marche pas, vous l'arrêtez et vous essayez d'autres choses. Voilà, parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit: «Ouais, moi, j'aimerais bien, faire telle et telle chose», mais en fait, c'est jamais tout à fait comme ça. Puis parfois, on se trompe et d'ailleurs, c'est bien de se tromper parce que c'est quand on se trompe qu'on apprend. Alors, simplement, il faut savoir, mesurer, il faut savoir accepter de se dire: «Bah, tiens, là, je me suis trompé» ou «Là, ça a bien marché, c'est super, on est content, on va célébrer tout ça». Donc ça fait partie de la vie et donc cette analyse, ça nous permet aussi de rebondir et de changer les choses s'il faut changer les choses. Donc c'est important et parce que ça fait partie de nos engagements, on peut pas juste revenir, dans 5 ans et puis regarder où on en est. Non, c'est chaque jour, chaque mois, chaque trimestre, on se dit: «Tiens, voilà, on a des résultats qui sont bons ou mauvais». Et c'est quoi, et comme enfin pardon, tu disais que tu échangeais beaucoup à l'étranger et je vois cette question apparaître régulièrement dans le chat. J'imagine donc que tu dois utiliser plusieurs langues. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les langues que tu utilises au quotidien? Est-ce que tu utilises uniquement l'anglais, qui est une langue, je le rappelle, très utilisée pour parler à l'international avec quand on a des collègues à l'étranger, universelle? Alors j'utilise, le français en France, mais aussi beaucoup dans la région africaine, Nord-Afrique et subsaharienne parce qu'on est dans des pays francophones la plupart, du temps et sinon, ben, mon roumain, mon polonais, mon espagnol est pas tout à fait, génial, donc on parle anglais et puis toujours un peu avec les mains et puis avec le sourire. On arrive toujours à se comprendre parce qu'on n'est pas, nativement tous des anglais. Mais on se débrouille et puis, l'anglais, effectivement, c'est super important. Moi, je vous conseille de bien, bien apprendre l'anglais parce que c'est bien quand on veut rencontrer, des nouvelles personnes, des amis et cetera ailleurs et c'est bien dans la vie professionnelle, c'est très, très utile. Conseil par rapport à ça, il faut jamais se limiter. C'est vrai que c'est toujours intimidant d'essayer de prendre une nouvelle langue, de se l'approprier. Mais quand on est avec quelqu'un qui est anglais, par exemple, lui, le seule chose qu'il veut, c'est vous comprendre. Il s'en fiche si vous avez un mauvais accent. Donc, n'hésitez pas à essayer. C'est en essayant qu'on apprend et que bah, on améliore son anglais. Donc, merci d'avoir répondu à cette question, Yves. Et je vois qu'il y a une question qui revient encore une fois beaucoup dans le chat. C'est les études que tu as faites, par exemple Alexis du collège de d'Albe, pardon. Et on va y répondre on va y répondre juste maintenant et après on reviendra sur tes photos parce que tu nous as donné quelques photos. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Alors, mon parcours, oui, j'ai comme vous voyez là à l'image, en fait, j'ai donc, moi je suis un Niçois, j'ai passé mon bac à Nice. À l'époque, on parlait d'un bac, bac C, c'était un bac scientifique, mathématiques et après j'ai fait une école d'ingénieur. Pourquoi? Parce que figurez-vous que quand j'avais votre âge, eh bien, je j'avais un rêve, c'était celui de l'exploration de l'espace. C'est vrai, je suis né avant 1969 et 1969, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est, l'année où l'homme a marché sur la Lune et il y avait tout un imaginaire, une histoire de l'exploration de l'espace. Alors mon rêve à moi, c'était de devenir ingénieur et de travailler, dans, des projets de la conquête de l'espace. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai fait une école d'ingénieur où j'ai appris ce qu'on appelle les sciences appliquées. Après, heu, petite parenthèse, c'était une époque aussi où on avait un service militaire, ou un service, national qui était obligatoire. C'est plus le cas. Mais à l'époque, moi, je devais, donner 1 an et demi de ma vie au service national et donc je suis parti, ce qu'on appelle ici VAT, volontaire à l'aide technique. C'était pas un service militaire, c'était un service, civil où je suis allé travailler en Guadeloupe à la chambre de commerce et donc c'était aussi une belle aventure humaine. Mais surtout Première après, expérience, c'est un volontariat. voilà, c'est du volontariat et en fait, j'enseignais, et c'était un peu bizarre de sortir de l'école et de se retrouver le lendemain enseignant. Mais c'est là où j'ai appris que la meilleure façon d'apprendre, eh ben, c'était pas d'être un élève, mais c'est d'être un professeur. Quand vous êtes professeur, vous apprenez beaucoup plus que quand vous êtes élève. Donc bon, donc j'ai beaucoup appris, c'était très intéressant et puis c'était très dépaysant, aller en Guadeloupe et puis, c'était la première fois que je sortais un peu
de la France, métropolitaine. C'était très exotique, c'était un peu la liberté. Donc c'était une année et demie parce que j'y suis resté 1 an et demi, c'était très bien. Mais j'ai pas oublié mon rêve, et mon intention à moi, c'était de travailler dans les domaines de l'espace et de l'exploration spatiale. Donc en rentrant, une fois libéré de mes obligations nationales, eh ben, je suis allé à l'ESA et l'ESA, c'est, l'Agence spatiale européenne. Pour moi, c'était un petit peu, l'organisation un peu de mes rêves. C'est un peu comme la NASA, mais c'est la NASA européenne, si vous voulez. Et donc j'ai travaillé là pour suivre des projets, et j'ai travaillé dans l'industrie spatiale pendant un certain temps, sur des projets notamment scientifiques, mais aussi, station spatiale telle qu'elle existe aujourd'hui, l'ISS, sur le segment russe. Et donc j'ai travaillé avec des Russes, et figurez-vous que non seulement j'ai travaillé avec des Russes sur la station spatiale, je suis allé à Moscou, à Star City, mais en plus, j'ai travaillé avec des gens qui avaient travaillé sur le programme Spoutnik. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est Spoutnik, ça a été le tout premier satellite qui avait été lancé dans les années 50 par les Russes. Il y avait à l'époque une course, à la Lune et à l'espace, et donc avec des gens qui étaient, un peu pour moi des héros. Donc voilà, j'ai Pour commencé là. recontextualiser, parce que t'es allé un peu vite, mais pour dire qu'à l'époque, euh, les pays, tous les pays essayaient d'être le premier à conquérir l'espace, à conquérir cet espace pour être, avoir le monopole, être les premiers à faire ça. Et toi, tu as participé à un des tout premiers satellites qui a été envoyé dans l'espace et qui a donné des résultats. Alors, Sputnik. je suis pas si âgé que ça, Amdiane, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens qui ont travaillé, Oui, d'accord, oui, oui. au tout premier satellite. Et c'est vrai qu'il y avait une course à la Lune, c'était la guerre froide. C'était d'un Ouais. côté, vous aviez les Américains et de l'autre côté l'URSS. Je ne sais pas, mais c'était, on dira les Russes. Et par une espèce de guerre froide, une guerre technologique, l'exploration de l'espace, c'était montrer qu'on était capable d'être les premiers à aller sur la Lune. Donc il y avait une espèce de course comme ça. Mais moi, je suis arrivé après. Hein, moi, je suis né avant 1969, mais je suis pas né non plus en 1940. Euh, et donc, j'ai effectivement, après, quand on a travaillé sur la station spatiale ensemble, c'était après la chute du mur de Berlin. La guerre froide était terminée, et en fait, eh bien, les Russes et les Américains coopéraient ensemble sur le programme ISS, International Space Station, c'est-à-dire la station internationale spatiale, celle que, est-ce que vous le connaissez, est allée, et celle qui tourne autour de la Terre à 400 km au-dessus de nos têtes, qu'on n'a pas l'occasion trop de voir passer dans le ciel, mais elle existe, cette station. Donc c'était à un moment, bien sûr, un peu un rêve qui se réalisait, puisque j'avais voulu travailler dans cette conquête spatiale. Et puis après, Réaliser ton rêve, tu t'es redirigé complètement. eh oui, Quand parce que même. je me suis dit, mais en fait, je suis pas un enfant. Enfin, oui, c'est vrai que la conquête de l'espace est le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Mais en fin de compte, heu, j'ai réalisé que les vraies transformations, les vraies modifications de la société, c'était le numérique. Et en fait, j'étais aussi un enfant du numérique quelque part, et même si j'ai grandi sans smartphone, même si je sais, grimper aux arbres, parce qu'à l'époque, on grimpait aux arbres et puis on n'était pas, sur, ce qui n'existait pas, c'est-à-dire les réseaux sociaux. J'ai vu apparaître le numérique et je me suis dit: «En fait, c'est pas tant l'exploration de l'espace qui est fascinante, c'est ces nouveaux espaces créés par le numérique, ces nouveaux continents, qui sont à imaginer, et vous voyez que finalement, en moi, ce qui m'intéressait, c'était l'exploration. Alors, c'était pas forcément celle de l'espace, mais c'était la découverte des nouvelles choses, des nouveaux espaces. Donc je me suis redirigé. J'ai fait ce qu'on appelle un MBA. Alors à l'âge de 35 ans, j'ai repris des études. Et vous savez une chose, c'est que les études, c'est beaucoup plus intéressant quand on comprend pourquoi on fait. Vous savez, ça revient un petit peu au début quand j'expliquais que une de mes missions dans mon travail, c'était de faire comprendre aux gens pourquoi on prenait des objectifs, pourquoi c'était bien et nécessaire de le faire. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a un contexte et qu'on comprend les choses, eh ben, on le fait avec beaucoup plus d'intelligence. Et moi, donc, j'ai repris mes études parce que je voulais justement aller vers le numérique. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un MBA. C'est une formation qui est un master, on dit business and administration, donc un peu plus vers le management.
et j'ai créé une entreprise qui était après comme une start-up quoi, qui était, dans le numérique, dans les applications numériques et c'était dans les années 2000. Et après, ben, je suis rentré chez Orange, d'abord aux Pays-Bas et puis après en France, là où je suis aujourd'hui et je me dis qu'aujourd'hui et je pense que ça peut vous parler, vous êtes, vous, des enfants de la génération du numérique et je me dis: «Moi, je suis un enfant, j'ai vu cet homme marcher sur la lune, j'ai vu ce numérique arriver dans nos vies qui change absolument tout, parfois pour du pas bien et parfois pour du très bien». Mais en fait, je pense que je serai aussi dans cette génération qui est la vôtre, où on va pouvoir voir la transition écologique, peut-être la fin du carbone. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à ce qui était, finalement, une impasse si on continue comme on continue. Vous avez certainement vu dans le journal, aux informations, les enjeux du changement climatique, de la perte de la biodiversité et donc je me dis que non, je serai et je veux être, de cette génération qui va Il est intéressant parce que justement, tu participes à cette transition écologique qui est très importante, notamment pour les jeunes qui nous regardent et pour l'avenir. Et c'est pour ça aussi que tu le fais et on comprend très bien ton intérêt. Et d'ailleurs, c'est juste pour qu'on continue le live parce que le temps file. Tu nous as donné 3 images que j'aimerais bien que tu commentes et je me suis permis de te couper justement parce que je pense que ces images elles sont très liées à ce dont tu parles. Si elles peuvent apparaître à l'écran, je vais demander à la régie. ah bah, je vois les images moi, je les vois. Parfait, parfait. Voilà, donc effectivement là, vous voyez, elles sont peut-être un peu surprenantes, elles sont toutes assez différentes les unes des autres et je pense que c'est ce qui est aussi bien dans une vie professionnelle et vous le voyez, c'est que on n'est pas dans une ligne droite, on n'est pas dans une route avec des murs autour. C'est que vous avez et moi j'ai eu la liberté de pouvoir faire ce que j'avais envie et de changer. On arrive toujours à des carrefours, on peut aller à droite, à gauche. Donc ma vie professionnelle, elle a beaucoup évolué et ce que je voulais capturer aussi dans ces photos, c'est qu'elle a eu, toujours, ça a toujours été fait avec un besoin, une envie de découvrir les choses, un enthousiasme. Alors, bah, vous voyez la photo de gauche en haut, vous savez ce que c'est. C'est, le premier pas de l'homme sur la lune. Alors c'est vrai que ça fait rêver, c'était, toute une génération qui a rêvé autour de ça et donc ça a été Et une là, je partie vois de dans ma le carrière. chat Sophia du collège Jean Moulin qui nous demande ce que c'est sur la photo de droite, le truc qui vole. C'est un homme, il me semble. Là, j'ai pas compris cette photo. Tu peux me l'expliquer? Autant le pas sur la Alors lune, c'est clair, mais Alors là, bah, j'y viens, la photo de droite, effectivement, c'est un homme et on voit un peu c'est Tarzan qui, en fait, dans la jungle, va de liane en liane et se déplace et puis s'aperçoit qu'à un moment, il y a plus de forêt parce qu'on a détruit la forêt. Donc c'est un petit peu, l'illustration de mon engagement aujourd'hui, de cette transition écologique que je fais au travers des projets dont je vous ai parlé, et qui nécessitent et ben, qu'on réagisse. Donc c'est un petit peu, finalement ça illustre le fait qu'il est important, il est nécessaire, il est crucial, essentiel de réaliser que nous devons changer, nous devons transformer nos sociétés, nos façons de consommer, nos façons de fabriquer des choses. Heu et donc j'ai fait aussi une troisième image, parce que je vou des bonbons. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais pas non plus être sur une note pessimiste. C'est vrai que notre écosystème, heu, il se dégrade. La biodiversité, on a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins d'insectes. Et tout ça est lié à la façon dont nous vivons. Et donc il faut changer ces modes de vie. Et c'est vrai qu'il y a des catastrophes naturelles de plus en plus. Mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'absolument délicieux, et peut-être aussi, glamour et comment dire? Coloré que cette boîte de bonbons. C'est qu'en fait, nous sommes, nous, acteurs de ce changement et que la société, que vous voulez, que vous allez construire, dans laquelle vous entrez, vous pouvez aussi en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, heu, il y a des choses à changer, à rendre plus belles et je trouve que c'est un défi absolument formidable qui nous réunit ça, ce que tu tous. vas faire passer, c'est qu'on peut tous faire quelque chose pour l'écologie et ceux qui nous regardent sont les premiers à pouvoir agir là-dessus et il faut le faire chacun à notre échelle. À notre échelle et ensemble et je pense que vous êtes aussi dans cette génération
qui, va voir cette transition et qui va la construire et même si parfois ça peut paraître un peu, ça peut faire un peu peur parce que, on parle de dérèglement climatique, du réchauffement climatique, parce qu'on parle de la pauvreté, des formes d'exclusion, parce que beaucoup de choses changent et qu'on a du mal à comprendre et que c'est compliqué à comprendre. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, on peut être très positif parce qu'on va construire une société qui peut-être sera plus juste, plus respectueuse de l'environnement et qui sera une société du partage. Mais donc c'est ça le côté très, je dirais motivant qui moi me motive dans mon travail et je pense que c'est important de bien comprendre pourquoi, le travail c'est toute une vie de En et commentaire pour rajoute, il n'est pas crucial de réaliser que nous devons changer, il est crucial de changer juste pour dire qu'il faut arrêter de parler du futur, il faut faire les choses maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est important de le dire, c'est que il faut arrêter de se dire qu'on va changer dans le futur, il faut le faire maintenant parce que c'est urgent et on le voit tous les jours. Bah écoute Yves, voilà. je te remercie pour ces images. Je me permets d'avancer un peu parce qu'il nous reste pas mal de choses à aborder et on va continuer à en discuter. Et juste avant, pour voir si tout le monde a suivi dans le chat, je vais lancer un petit quiz tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Je vais te le raconter puisque tu ne l'as sûrement pas à l'écran, Yves, hein. C'est un petit quiz très simple et très marrant, mais il y a quand même un classement. Donc n'hésitez pas à être au taquet pour vraiment répondre vite par rapport à cette première partie de notre live métier qui va encore continuer jusqu'à, j'espère, 10h50. On va réussir à avoir quelque chose de bien parce que le temps file. Alors, je vous laisse encore quiz. C'est 3 questions et ce sera les bonnes réponses et au plus rapide. Alors, je vois que vous êtes pour la plupart inscrits. Je vais le lancer. Hop. Alors, la première question, c'est quel est l'intitulé de la profession de Yves? On l'a dit plusieurs fois. Il y a 4 possibilités. D'abord, responsable technique, manager de programme développement durable, développeur écologique ou vendeur de solutions numériques. Alors là, je vois quand même que vous avez... C'est quand même un titre que moi je connaissais pas personnellement, mais on l'a découvert ensemble. C'est manager de programme développement durable. Vous êtes 96% à avoir eu la bonne réponse. J'imagine que les autres, c'est des erreurs, j'espère. Alors suivez bien. Et le premier qui a réagi, c'est Colin, qui a répondu en 5 secondes, suivi de Mira et de Sohan au collège de Briord. Donc bravo. Essayez de rester dans le top 3 avec cette nouvelle question. Parmi les tâches quotidiennes de Yves, il y a le tri, la sensibilisation, la comptabilité, la confection de pancakes. Alors là, c'est un peu plus difficile puisqu'il y a des choses qui pourraient être dans les tâches de Yves au quotidien, mais on en a donné 4 en particulier. Je les résumerai avec vous. De toute façon, les questions, les réponses que vous avez ratées, ou les choses que vous n'avez pas comprises, on les reprendra ensemble quand Yves nous quittera dans une synthèse, juste après. La réponse était bien évidemment la sensibilisation. Bravo à tous. Et Colin est toujours premier du lycée Montesquieu. Donc bravo à lui. Suivi de Maeva Ribeiro et Panez Mama. Prochaine question. Parmi les photos sélectionnées par Yves, il y avait 7 photos vraies ou faux. Vous voyez une photo apparaître avec des bonbons. Est-ce qu'il y avait des bonbons dans les photos données par Yves? Je vous laisse encore quelques secondes. Et effectivement, cette photo avait été choisie par Yves. Bravo, vous êtes pour la plupart, vous avez répondu juste. Et le résultat final, c'est que Colin Rousselot du lycée Montesquieu a gagné avec en seconde position Maeva Ribeiro et Mira Rogliano. Donc merci à vous d'avoir participé à ce quiz. On continue juste après. On reviendra sur tout ce qui a été dit dans la synthèse après 11h50. On va essayer d'avancer dans le live. Merci Yves de nous avoir laissé faire ce petit quiz. Et je reviens sur les questions qui m'ont été posées dans le chat pendant que tu parlais. Il y en a une qui est revenue, c'est quels sont tes horaires? Pour être très concret, tu vois, pour rester sur des choses très solides, c'est dans ton métier, c'est quoi tes horaires de manière générale?
Eh bien, en fait, ça dépend, des semaines. Parfois, on est très, très, très occupé, parfois un petit peu moins, parfois on travaille à la maison, parfois on va au bureau, parfois on est en déplacement. Mais typiquement, j'arrive, au bureau vers les 9 heures et je repars vers les 18:00-19:00. Et parfois ça m'arrive, oui, de travailler, le soir ou de travailler le week-end, mais c'est rare et c'est toujours un choix personnel. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'impose pas et je pense qu'un des enjeux, super importants dans la vie, professionnelle, c'est l'équilibre, de vie professionnelle et privée. Donc moi, je vois, j'ai des enfants qui travaillent à l'école, bah, le soir, ils travaillent et pas et en général, ils travaillent un peu plus que moi, quand je rentre à la maison. Donc voilà, c'est pas, Ok, bah merci pour cette réponse. Il y a une autre question qui est revenue. Tu peux nous donner une fourchette? C'est plutôt par rapport au salaire quand on travaille dans les RSE, le développement durable, dans les entreprises comme ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette quand tu commences à travailler dans ce domaine-là pour que les jeunes aient une idée des salaires proposés? alors moi quand j'ai commencé, ça existait pas. Donc je suis rentré, sans et je faisais de la RSE sans vraiment le savoir. Donc je peux pas dire et il y a maintenant de plus en plus des formations ou des masters, en RSE, mais qui viennent en complément d'autres études et ça dépend. Moi je pourrais pas donner de fourchette, je sais simplement, par exemple, si vous faites des études de marketing et que vous rentrez chez Orange, vous allez être dans le marketing et au sein même du marketing, vous pouvez, travailler comme correspondant ou comme, responsable RSE, mais dans votre domaine marketing. Donc vous êtes beaucoup plus marketeur que RSE et c'est vrai dans tous les métiers. Ceci dit, la RSE jusqu'à présent n'était pas forcément le métier le mieux payé dans une entreprise, hem mais je voilà, donc j'ai beaucoup de mal à vous répondre et peut-être il vaut mieux aller sur les sites qui sont, Vous pouvez aller sur le spécialisés site de pour ça. l'ONICEP, Ouais. ONISEP, on vous le mettra en commentaire. Il y a souvent des bonnes fiches qui expliquent les Alors, salaires, mais je qui voudrais donnent la rajouter, définition des Amziane, métiers. que en fait, peut-être un choix aussi que j'ai fait dans ma vie, quand je travaillais dans l'Agence spatiale européenne, je gagnais bien ma vie. Je payais pas d'impôts parce que j'étais fonctionnaire international, mais j'ai quand même décidé de bouger et j'ai pas toujours choisi des orientations qui étaient liées au salaire. Le salaire, c'est bien, il faut avoir de l'argent pour bien vivre, mais je peux vous assurer que le plus important, c'est d'être dans son axe, c'est-à-dire de faire les choses qu'on aime vraiment et qui ont du sens pour nous. Donc je dirais que le salaire le plus important, c'est la satisfaction qu'on peut avoir et il y en a une de parmi vous qui disait qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler, il faut agir. Le fait d'agir et la photo que je vous ai montrée, les bonbons, c'était vraiment la satisfaction que j'ai moi de faire quelque chose qui a du sens et qui est utile. Donc le salaire, c'est une chose, mais surtout gardez en tête que, avant tout, ça sera, le sens que vous mettez dans votre travail et le plaisir que vous avez à y aller. Et à ça s'ajoute la question des compétences. Quelles compétences faut-il avoir pour ton métier? Et pour ça, on a fait une slide. Tu as répondu en trois réponses. Tu as donné trois réponses. L'engagement, la vision transverse et le relationnel. Est-ce que tu peux nous expliquer ces trois-là rapidement? Bah, l'engagement, en fait, quand on transforme, quand on veut transformer des choses, il faut être engagé. On est presque comme un militant, un activiste parce qu'on change un système, on le fait évoluer et il faut beaucoup d'énergie. Ça, si tu n'y crois pas. Exactement. Faut être motivé et donc faut être vraiment un activiste, et c'est vrai d'ailleurs dans tous les métiers. Dans sa vie, il faut être engagé. Quand on est engagé eh ben, on est plus heureux. Ensuite, la vision transverse. Pourquoi? Parce que la RSE, donc le développement durable, ça touche tous les métiers, ça touche toutes les géographies et à tous les niveaux de l'organisation. C'est le big boss, mais c'est aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'organisation. On doit tous, y travailler. Donc la vision transverse, on ne peut pas changer et faire du développement durable si on ne change que la communication ou si on ne change que le marketing ou la façon d'acheter. Il faut que ça soit une transformation globale et donc il faut avoir une vision transverse et il faut aussi comprendre que eh bien, les enjeux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est pas les mêmes qu'en Moldavie ou en Belgique. Donc une vision culturelle transverse, beaucoup de disciplines différentes et de géographies différentes. Être Et ouvert à enfin, toutes les matières, comprendre un peu tous les domaines pour avoir une vue globale et pas seulement une vue toute petite.
et avec être des fermé. exactement, exactement. Et puis la dernière compétence, c'est le relationnel. Vous l'aviez évoqué, est-ce que je travaille a avec beaucoup de gens? Ben, Oui. c'est essentiel. C'est-à-dire que tu peux pas travailler dans ton coin, parce que c'est justement, ça concerne tellement de métiers et de géographie et donc le relationnel, c'est ce qui permet aussi d'avancer, de faire comprendre quand une de mes un de mes objectifs, c'est de sensibiliser et d'accompagner, heu il faut avoir du relationnel. Je reprends cette image de courir le 100 mètres en moins de 15 secondes. Eh bien, il faut avoir un relationnel, il faut comprendre la psychologie des gens pour expliquer pourquoi c'est important, qu'ils ne doivent pas lâcher et les accompagner vers, vers la réalisation des objectifs, en les motivant. Donc le Ce que tu nous disais relationnel, tout à c'est l'heure, il faut super que important. tu puisses communiquer avec tout le monde, leur expliquer les enjeux, leur expliquer les problèmes que tu essayes de résoudre. Et d'ailleurs, ça rejoint la slide qu'on a fait après sur les clichés que peuvent subir ton métier. Il y a un des deux clichés que tu m'as donné, c'est celui, on pourrait peut-être te reprocher comme ça quand on connaît pas ton métier d'être hors sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que tu es derrière ton bureau et tu donnes des ordres, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, sans connaître le terrain, sans connaître ce que font les gens concrètement. Et le relationnel, ça va t'aider ici à communiquer avec les gens qui sont justement sur le terrain. Est-ce que je me trompe? Oui, alors surtout quand on travaille au siège, d'une grande entreprise comme Orange, on est dans des bureaux au 8e étage et en fait, ce qui se passe, c'est sur le terrain en Roumanie, en Pologne, avec les clients ou sur les serveurs, sur les réseaux, sur les poteaux et cetera. Donc être hors sol, ça veut dire effectivement ne pas avoir conscience des réalités du terrain et de parler, mais de ne pas, faire et je pense que faire aujourd'hui, c'est important. Voilà. Et c'est ce que tu fais, tu nous l'as bien dit, ça. T'es pas hors sol du tout parce que t'es vraiment présent avec les gens de chez Orange, avec tes collègues, avec tes collaborateurs au quotidien et tu restes pas seulement derrière un bureau, tu vas aussi leur expliquer avec les gens et c'est très important dans ton métier et on le redit encore une fois qu'ici, c'est pas seulement avoir de l'engagement. L'engagement, c'est essentiel, c'est ultra important, mais il faut aussi savoir partager son engagement, savoir partager sa raison de travailler pour pouvoir faire évoluer les choses. Et ça rejoint d'ailleurs le deuxième cliché que tu m'as donné. Ce serait le deuxième cliché, c'est on pourrait te reprocher de faire du greenwashing. Alors qu'est-ce que ça veut dire le greenwashing? En fait, c'est un reproche qu'on fait à beaucoup de grandes entreprises qui en fait ferait des actions un peu écologiques pour se donner une bonne image. En fait, il y a certaines entreprises qui pourraient éventuellement, je sais pas moi, faire des bonnes actions pour que on dise ah bah cette société elle est cool, elle fait des trucs bien et on pourrait te reprocher de participer à ça et de pas avoir un vrai impact écologique. Et tu nous as quand même expliqué que toi ton boulot au quotidien c'est d'être concret, de faire des vraies choses, c'est ça? Oui, alors, bien sûr, si par exemple on ne fait que changer le packaging d'un téléphone, mais que le téléphone, lui-même on essaie de enfin qui est très mauvais pour l'environnement, on ne touche pas, on ne s'attaque pas à ce qui est essentiel et si le packaging c'est important, c'est aussi important, mais le plus important, c'est ce qui touche vraiment, c'est qui a le plus d'impact et c'est au cœur de notre métier, au cœur de notre business. C'est-à-dire c'est, il va falloir augmenter la durée de vie, des mobiles. Il va falloir faire des mobiles qui sont moins, consommateurs de matière, qui durent plus longtemps, qu'on peut réparer. C'est pas le papier qu'on va changer autour qui va, changer quelque chose de façon significative. Donc éviter de faire du greenwashing, ça veut dire s'attaquer aux vrais problèmes où l'entreprise a un vrai levier pour changer les choses et parfois, il y a eu une époque encore peut-être aujourd'hui, où les entreprises ont surtout communiqué, ont pris la parole, mais ont pas fait grand-chose qui avait un impact. Et aujourd'hui, petit à petit, on est, on s'améliore, on va de plus en plus dans ce qui a un impact et de toute façon, tout est tellement transparent que quand on se fait accuser de greenwashing, on crée de la défiance, on et c'est pas bien pour l'entreprise et puis l'entreprise, de toute façon, ne se prépare pas au futur si elle fait que du greenwashing. Donc pour moi, c'est important que nos engagements, les projets qu'on fait sont vraiment là où on peut faire la différence en tant qu'opérateur. C'est aussi mettre le numérique, les services numériques au service de ces transitions. C'est
réduire les impacts du numérique, mais c'est aussi faire que le numérique permette de mieux vivre, permette de moins polluer. Désolé, je vais devoir, on va devoir bientôt, rendre l'antenne comme on dit, hein. On est arrivé à la fin de notre, live. Merci beaucoup Yves d'avoir participé, ta passion avec nous. On a vu que tu étais vraiment passionné, ça fait plaisir à voir, de voir qu'il y a des gens qui sont réellement engagés. Moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est avec tous les jeunes qui nous regardent, donc restez, je vais revenir sur toute cette matinée et notamment le live qu'on a eu ensemble. Toutes les choses que vous n'avez pas compris, on va les reprendre ensemble et je vais réexpliciter tout ce qu'on s'est dit ensemble. Yves, est-ce que peut-être tu as un dernier mot? Je te laisse la parole pour un... C'est que quand on est jeune, quand on est au collège ou au lycée, on est toujours très inquiet de savoir ce qu'on va faire dans la vie, de savoir ce que va être le futur. Moi, je voulais simplement vous dire que, en fait, quoi que vous fassiez, vous prenez des décisions, vous faites ce qui est bien et vous pouvez toujours changer. Ce qui est important, c'est de rester honnête avec soi-même. Moi, j'ai changé plusieurs fois de métier, j'ai repris des études, j'ai arrêté des choses, je me suis trompé parfois, mais je suis revenu en arrière, j'ai fait des trucs. Ce qui est important, c'est pas avoir peur, mais c'est d'être engagé par rapport à ce qu'on est. Donc je vous souhaite, moi je pense que la vie est belle, il faut la rendre belle, on a beaucoup de liberté et je vous souhaite une très bonne route dans votre parcours professionnel, dans vos études. D'avoir partagé en plus ce parcours qui est hyper inspirant, hein. Tu as fait plein de choses différentes et tu les as fait par passion, pas forcément pour des raisons financières, etc. Donc merci encore Yves, je te dis au revoir et c'était vraiment un plaisir de participer à ce live métier avec toi. Merci pour toute ton expérience et je vois que tout le monde te dit au revoir dans le chat.